Radio WNE. Bonjour et bienvenue sur Radio WNE ce 1er décembre 2025. Élu qui es-tu, ou plutôt élu qui seras-tu pour ceux qui ne le sont pas encore. Élu qui es-tu en ce 1er décembre 2025 avec Elliot Gafanèche, tête de liste LFI pour les élections municipales de Mulhouse en mars 2026. Bonjour. Bonjour. Avec Kenza, bonjour. Bonjour. Ici présente, nous allons cuisiner le candidat LFI, Elliot Gafanèche, qui veut succéder, comme une dizaine d'autres candidats, à notre cher maire Michel Lutz en les 15 et 22 mars 2026. Donc, nous allons dérouler pour savoir qui est Elliot Gafanèche. LFI à Mulhouse, qu'est-ce que ça représente ? Quelle décision prendre pour cette ville de Mulhouse ? Est-ce que l'union de la gauche, c'est définitivement mort ? Et quelques autres questions de démocratie participative, par exemple, en direction d'Elliot Gafanèche. Alors peut-être, pour commencer, qui es-tu ? Quel âge as-tu ? D'où viens-tu ? Alors moi, je m'appelle Elliot Gafanèche tout d'abord, je suis né à Mulhouse et j'y ai vécu quasiment sans interruption depuis que je suis né. J'étais au collège Kennedy au collège, à l'école Freinet en primaire, au lycée Montaigne. Donc j'ai toujours vécu à Mulhouse même et fait mes études à Mulhouse même, en tout cas jusqu'au bac. Et globalement, en ce moment, j'ai 20 ans. Et je me présente pour les élections municipales à Mulhouse, pour la France Insoumise. Et tu es étudiant actuellement ? Je suis étudiant, oui. Étudiant en histoire, à la Fonderie. Et donc, tu as mis une croix sur ton année d'histoire, j'imagine ? Eh ben, franchement, non, parce que pour l'instant, ma moyenne générale, elle tourne autour de 14, malgré la campagne. Je sais pas comment je fais, mais je le fais. Et j'espère pas quand même si évidemment, là, il y a une priorité qui est la campagne. Ton parcours politique, ça ressemble à quoi ? C'est militer la première fois, ta première action politique, ta première prise de conscience politique, c'était quoi et quand ? Alors, il me semble que c'était un porte-à-porte aux élections présidentielles, les dernières en 2021, au Coteau. Et les raisons qui m'ont fait m'engager, c'était que globalement, même avant de me politiser, entre guillemets, en tout cas de regarder vers la gauche, j'avais toujours cette sensation d'écrasement que je vivais notamment, parce que je viens d'un milieu assez compliqué. La première expérience un peu, peut-être pas choquante, mais le mot est trop fort, mais c'est dans ce registre-là, c'était quand ma mère a dû commencer à faire la queue dans les épiceries solidaires. Et alors, c'est pas arrivé beaucoup. En plus, à l'époque, j'étais con parce que mes parents sont végétariens et quand ils allaient à l'épicerie solidaire, il y avait du jambon. Et j'étais trop content parce que j'en mangeais pas d'habitude. Mais je voyais ce que j'ai appris bien plus tard, était une espèce de, peut-être pas de honte, mais quelque chose qui était dans ce registre-là du côté de mes parents dont je me rendais pas compte. Et c'est en regardant petit à petit, notamment moi, le truc qui m'a fait basculer définitivement, c'était de voir, à l'époque, c'était très à la mode, les comptes qui suivaient les jets privés de Bernard Arnault. Et à un moment, je regarde, il fait Londres, et c'était l'hiver, et j'avais pas le chauffage chez moi, et donc je regarde, il fait Londres, et moi j'ai même pas le chauffage. Et donc, c'est là vraiment, alors on pourrait revenir un peu plus en arrière dans ma vie et tout, mais en tout cas de la prise de conscience à gauche, c'est vraiment de là qu'elle débute. Donc tu es issu d'un milieu populaire, on peut dire ça ? Alors, mes parents sont séparés, ma mère est infirmière, mon père est instituteur. Ce qui fait que, en fait, ça dépend. Comme beaucoup d'enfants séparés, ça dépendait beaucoup. Et effectivement, une fois qu'ils se sont séparés, comme tout le monde, c'était beaucoup plus compliqué des deux côtés. Mais oui, effectivement, en tout cas, pas reluisant, quoi. Je vais pas non plus, je vis pas dans Germinal, à aller à la mine depuis que j'ai 6 ans. Mais voilà, un milieu comme ça. Et donc, tu fais du porte-à-porte à la dernière élection présidentielle, mais en dehors de Bernard Arnault, pourquoi et pour qui ? Alors pour qui ? Pour Mélenchon d'abord, pour son programme, et parce que la réflexion que j'ai à ce moment-là, elle est toute bête. Elle est je vais regarder ce que pensent les gens de gauche. Et donc, moi dans ma tête, j'hésite auquel je regarde en premier. Dans ma tête, les gens de gauche c'est LFI. À l'époque, pour quelqu'un qui regarde pas beaucoup dans ce sens-là, je captais pas forcément toutes les nuances. Et donc pour moi, c'était LFI. Je lis le programme, j'aime bien. Et du coup, c'est vraiment parce que j'arrivais à me retrouver dans les propositions qui étaient faites par la France Insoumise, et j'arrivais surtout à voir en la France Insoumise un truc un parti de gauche qui n'avait pas participé à tout ce que la gauche a fait de mal dans son histoire.
Je pense notamment, moi je me rappelle, mon père, il était trop content, j'étais tout petit, j'avais 7 ans. 7 ou 8 ans. J'étais trop content quand Hollande a été élu. Et ensuite, j'ai vu ce que ça a été Hollande. Et j'ai vu, pour moi, le Parti communiste, je voyais Fabien Roussel qui me convainquait pas du tout, ou même avant lui, un discours qui était assez bateau. Et donc voilà, c'est vers là que j'ai regardé naturellement, parce que moi, je considérais que l'écrasement que je le vivais pas tout seul d'abord. Le parti et le candidat qui représentait le plus cet état d'esprit, c'était Mélenchon et la France insoumise. Oui, Kenza? C'est quoi que tu as trouvé qui était concret chez Mélenchon et pas chez d'autres partis de gauche? Alors, il y a plusieurs aspects parce que les propositions, c'est facile. Si vous regardez le programme du Parti communiste, il y a des super propositions partout. La question, c'est comment on les applique. Ce que j'ai trouvé de concret, d'abord, c'était l'engagement des militants, puisque la France insoumise a une structure, on pourrait peut-être y revenir après, assez particulière, mais qui fait que, par exemple, il n'y a pas de... Je sais que dans les partis traditionnels, entre guillemets, il y a beaucoup de permanents. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas toute cette hiérarchie-là, qui parfois, alors parfois, là, c'est mon côté, mais souvent, elle encombre, surtout ces derniers temps. Et dans l'aspect concret, c'était, ça va paraître bateau, mais c'était l'attitude. C'est-à-dire que Mélenchon, je le voyais sur les plateaux télé ou radio, enfin, dans les médias en général, je le voyais qu'il lâchait pas. Je voyais qu'il lâchait pas. Et plus tard, alors j'ai commencé un peu en tâtonnant. J'avais pas regardé en détail tout ce que pensaient les écolos, le PCF, le PS, enfin voilà. Mais comme j'avais, moi, dans la gauche, un truc qui était sûr, c'est que j'allais pas aller vers le PS. Je pense que c'était une évidence pour beaucoup de gens à ce moment-là. C'est l'endroit où j'ai regardé le plus vite. Et après, c'est par l'expérience ce qui m'a fait rester. C'est-à-dire que dans les autres partis, je voyais que c'était pas mon milieu. C'est-à-dire que même à la France insoumise, pas des bataillons d'ouvriers comme on pourrait s'imaginer un parti communiste des années 30, mais chez les écolos, c'était vraiment un entre-soi chez les écolos, le PCF, le PS, c'était vraiment un entre-soi qui me plaisait pas du tout. Et au moins à la France insoumise, alors on pourrait peut-être en discuter, je ne dis pas que c'était toujours fait parfaitement, mais il y avait cette volonté d'aller vers les quartiers populaires, vers cette partie-là de la population qui votait pas pour des valeurs abstraites, mais pour des intérêts concrets qu'ils avaient dans le fait de se battre. Et à ce titre-là, le fait d'avoir un programme aussi bien travaillé, aussi bien fourni, c'est ce qui aussi, en partie, m'a fait me dire « Ah ouais, ils sont sérieux ». 2021, c'est le moment où Mélenchon, il n'est pas tout seul, il sort une vidéo qui explique tout l'aspect économique du programme. La vidéo dure 3 heures, je crois. 3 heures non-stop, alors évidemment il change d'intervenant parce que sinon c'est pas tenable, et je regarde ça, alors je comprends rien parce que j'ai 16 ans à l'époque, je viens de commencer à militer, enfin je comprends un mot sur deux, mais je me dis ah ouais, quand même, là on a des gens qui savent pourquoi ils taffent. Mais Mélenchon n'a pas encore eu le pouvoir à un niveau national. C'est peut-être pour ça qu'on peut pas encore lui reprocher ces nombreuses erreurs qu'il commettra peut-être s'il parvient, comme les autres, au pouvoir suprême. Mais aujourd'hui à Mulhouse, LFI, c'est quoi? C'est qui? Parce que LFI se veut un mouvement politique différent. Et c'est quoi la différence? Tout le monde peut adhérer à LFI. Comment on choisit un candidat aux élections municipales à LFI Mulhouse? Alors sans rentrer trop dans un aspect technique qui, je pense, alourdirait la discussion, la France insoumise, d'abord, de ce que je comprends des partis traditionnels, dans un parti traditionnel, vous avez la section au niveau de la ville ou du département, vous avez peut-être, je ne sais plus si je parle encore comme ça, mais la cellule, enfin une petite unité tout en bas, et vous avez un truc régional, etc. La France insoumise n'a pas ce fonctionnement. Et je vais prendre un exemple, alors il est hypothétique, mais ça veut dire que si vous arrivez au PCF et que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans votre section, il faut que vous meniez toute une bataille en interne qui va vous faire gaspiller de l'énergie à vous batailler entre vous plutôt qu'à vous battre dans un objectif politique. Là où, à la France insoumise, c'est plus gazeux. Alors, je sais que beaucoup le critiquent. Moi, je pense que ça reste quand même une force de la France insoumise, dans le sens où nous, on fonctionne par groupe d'action. Ces groupes d'action, ils se forment comme ils veulent. Il y a une règle, c'est qu'ils ne peuvent pas dépasser 12 personnes actives. Et ils se forment du coup en général, alors ça peut dépendre, mais en général soit sur des facs, soit dans des quartiers, en l'occurrence à Mulhouse c'est plutôt dans des quartiers, soit dans des entreprises. Et ça permet que, en fait, si vous arrivez dans votre groupe, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, vous n'êtes pas obligé de passer 50 ans à vous battre avec vos camarades, vous pouvez juste vous dire je vais militer dans le groupe d'à côté, ou voilà, si je suis jeune, que je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le GA de fac, dans mon GA de quartier. C'est des trucs hypothétiques, mais voilà. Et ça permet, du coup, de pas se prendre la tête. Et pose la question de comment on désigne un candidat au municipal. La France insoumise a quand même des instances qui décident de ces choses-là. En l'occurrence, c'est une assemblée municipale, qui doit se réunir 2 fois pour choisir d'abord une stratégie, et ensuite
une tête de liste pour la porter. Et quelle stratégie a adopté la France Insoumise pour Mulhouse ? Alors pour Mulhouse, la stratégie qu'on a adoptée, elle était conditionnée par plusieurs choses qu'on ne maîtrisait pas forcément. D'abord, au niveau de l'Union de la gauche, on y reviendra peut-être. Au niveau de l'Union de la gauche, on a été cornérisé par notamment les écologistes, mais en tout cas partout, MCC, ils ne voulaient pas de nous. Et on a été mis devant le fait accompli. Et de l'autre côté, si on doit regarder vers des groupes qui regardent vers la France Insoumise sans être les partis traditionnels, je pense par exemple au NPA, ou des choses comme ça, ou des mouvements plus locaux. Et on n'avait pas à Mulhouse, c'est-à-dire que le NPA s'est coupé en deux, enfin c'est un peu compliqué, mais voilà. C'est la partie qui n'aime pas la France Insoumise, qui n'aime pas, j'exagère, mais qui veut pas s'allier avec la France Insoumise qui est à Mulhouse. Et donc, on était mis devant le fait accompli qu'il fallait partir seul. Et donc, elle est conditionnée par ce paramètre-là qui est hyper important. Et ensuite, nous, aussi, une des raisons pour lesquelles moi, j'étais pas pour qu'on reste, même si on avait eu le choix dans l'Union de la gauche, c'est que nous, on considère que la gauche, elle a un électorat, que moi, je pourrais comprendre qu'à Neuilly, on se dise à Neuilly ou à Guebwiller, ou enfin dans des endroits plus bourgeois, on se dise il faut qu'on baisse le ton, il faut qu'on police notre discours, il faut qu'on ait l'air plus gentil. En l'occurrence, Mulhouse, Mélenchon fait 36% au présidentiel. Et les autres partis de la gauche ne dépassent pas les 8 cumulés au présidentiel. Et donc, il y a clairement un vote de conviction Mélenchon dans les quartiers populaires. Coteau, c'est 60% de vote Mélenchon au premier tour. Et donc, c'est vers là qu'on voulait aller plutôt que vers l'électorat qui est aujourd'hui un espace politique hyper saturé, qui est le centre-ville, ce qu'on pourrait appeler les bobos, ce qui, à mon sens, était là où on regardait et regarde toujours d'ailleurs, l'Union de la gauche aujourd'hui. Mais quelles sont les causes que tu soutiens, toi, auxquelles tu crois, pour lesquelles tu te bats dans LFI à Mulhouse ? Alors, il y en a plusieurs, évidemment comme tout militant. Moi, d'abord, il y a je parlais de mon parcours avant, et le pouvoir d'achat, pour moi, c'est le plus important. Il y a les questions internationales. Je pense que la France Insoumise, on peut lui faire plein de critiques, mais sur les questions internationales, elle tient quand même une ligne solide, notamment sur la Palestine, un truc tout bête, mais le fait d'avoir mis Rima Hassan en députée européenne, c'est, à mon avis, un signal formidable de ce point de vue-là. Et alors, ça me touche évidemment pas directement, mais la manière dont est organisé aujourd'hui l'espace, et ça se montre très concrètement à l'échelle d'une ville, et l'espace et la police et les services publics et tout ça, elle montre clairement qu'il y a une espèce d'islamophobie d'État. Et je fais peut-être une digression, mais à mon avis, il y a une erreur de la part de beaucoup de gens de gauche qui veulent pas en parler, qui empêche l'unité de ces franges populaires, la classe ouvrière, comme on l'appelle comme on veut, mais qui empêche cette unité-là et qui est un obstacle à la victoire de la gauche. Et je pense que pour moi, c'est une cause qu'il faut mettre en avant. Je pourrais en citer d'autres, mais ça me paraît déjà pas mal. Restons encore à Mulhouse. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette ville, Elliott Gafanèche, tête de liste La France Insoumise au municipal de mars 2026? C'est quoi tes activités dans cette ville? Ou est-ce que le chef de file ou le co-chef de file LFI va se promener, sort? Est-ce que tu fais du sport dans un club mulhousien? À quoi ressemble ta vie mulhousienne? Alors, moi, je suis étudiant, donc à la fonderie, comme je l'ai dit avant, donc je passe un temps fou là-dedans, dans le campus, évidemment, puisque c'est mon activité principale en dehors de l'élection. Effectivement, moi, j'ai dû arrêter quand je progressais dans ma scolarité, mais j'ai fait du sport dans un club les gens rigolent quand je dis ça, de hockey subaquatique. Ce qui est... une discipline méconnue, je pense, mais effectivement où je voyais les difficultés de gestion d'un petit club comme ça, et surtout, et c'est un truc qui m'intéresse au premier plan, même si ça paraît être un détail, des piscines municipales, de comment elles sont gérées, puisque pour être sous l'eau, on ne va pas le faire dans l'île, on le faisait dans une piscine, de voir à quel point il n'y avait plus d'argent, que le fait de le transférer à la M2A, ça avait été une manière de compresser à la fois les masses salariales, à la fois les budgets, à la fois, ça a été une douille, en gros. Et oui, globalement, comme tous les étudiants, je vais me balader pour dépenser le peu d'argent que j'ai dans des activités d'étudiants, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que tu penses de cette ville de Mulhouse qui trop souvent est décriée, est présentée de façon négative à un niveau national? Enfin, on adore dire du mal de Mulhouse. Toi aussi, tu dis du mal de Mulhouse? Ça dépend ce qu'on entend par dire du mal de Mulhouse. Moi, le discours que j'entends beaucoup, c'est d'expliquer que Mulhouse, c'est une espèce de zone de non-droit, qu'il y a beaucoup de criminalité, qu'on fait souvent le parallèle entre Mulhouse et des villes comme Sarcelles ou des trucs comme ça. Je vais revenir dessus rapidement. Ça, c'est un mythe qui est créé
dans beaucoup de villes où il y a cette disparité, parce que vous savez que le Réberg, c'est un des quartiers les plus riches de France, et de l'autre côté, on a les Coteaux de Rouault qui sont dans une autre situation. Dans beaucoup de villes où on a cette disparité, on voit la partie la plus riche lancer ces espèces de calomnies sur la ville tout entière, et qui se répandent très vite dans le reste du Haut-Rhin. Si vous parlez à quelqu'un de Colmar, que vous dites que vous êtes de Mulhouse, il a l'impression que vous êtes de Kaboul, quoi. Enfin, il vous regarde limite paniqué, comme si vous viviez dans une zone sinistrée. Et maintenant, ça veut pas dire que combattre cette vision-là, qui est absolument fausse, ça veut dire encenser la ville et expliquer que cette ville fait tout bien. Il y a quand même beaucoup de problèmes, notamment, moi, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais les travaux qui sont faits rue Aristide Briand, ou même là, ils ont pété la fontaine pour mettre un vieux cube en cuir dégueulasse. Tous ces travaux-là sont aussi d'une volonté d'expulser les parties les plus pauvres de la population pour gentrifier la ville. Et donc, moi, je pense que c'est une ville qui est en mutation, pas pour le meilleur, je pense pas, et qu'il y aurait moyen de faire, même les travaux en soi, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais de les faire d'une manière qui ne fasse pas partir une population au profit d'une autre. Voilà, plein de pauvres à Mulhouse. C'est peut-être ça le programme de LFI. Petite pause et on se retrouve pour savoir qu'est-ce que deviendrait Mulhouse avec Elliott Gafanèche, élu à la mairie en maire de Mulhouse. J'écoute les infos ce matin et tout va si bien. C'est la fête, la fête. Aucun prof assassiné, c'est une bonne journée. C'est la fête, la fête. Chouette, le Covid c'est fini, plus de pandémie, reste plus que les punaises de lit. Sextape et tentative de viol, au Sénat l'ambiance est folle, c'est sexe, drogue et cholestérol. C'est la fête, la fête. Les restos du cœur, quel succès, affiche tous complets. C'est la fête, la fête. Pour un paquet de vermicelles, je craque mon PEL. C'est la diète, la diète. La gauche tout entière est unie pour battre Macron. Ah, attendez, on me dit qu'en fait non. Y a un nouveau président en Russie et devinez c'est qui? Non, c'est pas Navalny. C'est la fête, la fête. Bienvenue dans un spectacle rempli d'amour et de joie. Inflation, chômage, RSA, glyphosate, attentat. Bienvenue dans un spectacle consensuel et bienveillant. Wokisme et réchauffement, Ukraine et Proche-Orient. Hello, eh ben y a trop d'eau. Dans le Nord, on a ressorti les maillots. Joe Biden a rassuré ses fans, je vais battre Ronald Reagan. C'est la fête, la fête. Depardieu a 75 ans, mais il reste décontracté du gland. C'est la fête, la fête. Écrire sur l'actu aujourd'hui, c'est le paradis. Du moment que t'as un bon psy. Mais à la cigale, heureusement, les gens sont contents. Le public chaud bouillant. C'est la fête, la fête, la fête, la fête. Élu, qui es-tu? Avec Elliott Gafanèche, candidat LFI à la mairie de Mulhouse. Élection municipale les 15 et 22 mars 2026. Nous sommes le 1er décembre 2025 et avec Kenza, nous cuisinons Elliott Gafanèche. Alors, une mairie LFI à Mulhouse, ça ressemblerait à quoi? Quelle est la première décision que tu aimerais prendre en tant que maire de Mulhouse le 22 mars 2026?
Alors, une ville insoumise, ça ressemblerait à quoi ? Il y a des modèles vers lesquels on peut se tourner. On en parle souvent, c'est une des choses, faut leur laisser ça, qu'a bien fait le Parti communiste. C'est que dans une ville communiste, peut-être plus maintenant, mais en tout cas, il y a 20-30 ans, vous y alliez, vous aviez les cours de musique gratuits, vous aviez les colonies de vacances gratuites, je crois que ça s'appelait pas comme ça, mais enfin voilà, partir en vacances aux frais de la mairie, vous aviez les activités extrascolaires. Je pense que c'est un des modèles vers lesquels il faut se tourner. Maintenant, pour la première mesure, je pense, une mesure qui est, ça va paraître dérisoire, mais c'est une mesure qui est symbolique. C'est-à-dire que la mairie, elle est en plein centre de la ville. Centre-ville, c'est peut-être un grand mot. Elle est au milieu de la ville. Et ça causerait un problème, c'est que les séances sont publiques du conseil municipal. Tout le monde peut y aller. Et donc, pour pallier à ce problème, qui est un problème pour eux, la mairie fait passer maintenant toutes les séances au Parc Expo, très loin, et à des horaires où personne ne peut venir. Et je pense que la première des mesures, ce serait pour ramener la démocratie au centre de la ville, de mettre à un endroit la mairie qui est fait pour ça. En plus, ils ont refait la salle du conseil municipal, la mairie, et surtout à des horaires où les gens peuvent venir. Je pense que ce serait une première bonne mesure, et dérouler ensuite tout de suite sur les choses à plus long terme, notamment, moi, le plus urgent, c'est la construction ou la rénovation de certains logements. Quoi d'autre dans le programme LFI, puisque voilà, on va faire un petit tour à Mulhouse. Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, je sais pas, au niveau sécurité, on a quand même aujourd'hui énormément de moyens municipaux. Je crois qu'il y a près de 200 fonctionnaires ou vacataires pour la sécurité à Mulhouse municipale. On a de plus en plus de caméras de vidéosurveillance. Qu'est-ce que LFI fait avec tout ça ? On continue ou on arrête ? Bon, je pense que je surprendrai personne en disant qu'on arrête globalement. La maire a fait distribuer un espèce de fascicule où elle explique son bilan et on voit bien ses priorités, quoi. Ça en dit beaucoup sur ses priorités, notamment elle se vante d'avoir rajouté 75 policiers municipaux de nuit, qui patrouillent de nuit. Mais ça sert à rien. 75 policiers municipaux qui patrouillent de nuit, ça sert à rien. De toute façon, si vous appelez la police municipale, 9 fois sur 10, ce qu'ils vont faire, c'est appeler la NAS, la police nationale, parce qu'ils peuvent pas gérer la plupart des situations. Je suis quasiment sûr qu'ils peuvent même pas amener quelqu'un en garde à vue. Donc en fait, ils servent pas à grand chose. Sur les caméras de surveillance, il y a rien à ma connaissance qui prouve leur efficacité. À plus forte raison à Mulhouse. Et donc c'est un parc qui coûte cher. C'est un parc qui rapporterait de l'argent à revendre. Alors évidemment, il y a sans doute des endroits où il faudrait les garder. Mais en tout cas, dans un premier temps, stopper l'espèce de gigantisme, les ambitions napoléoniennes de la maire vis-à-vis de la police municipale, qui en fait un truc gigantesque, là où il n'y a pas forcément lieu d'être, et où la police municipale pourrait être un truc beaucoup plus intéressant, où on l'appellerait pas police d'ailleurs, c'est un débat aussi, mais notamment que la municipalité puisse servir à pallier à des trucs que l'État ne fait pas parce qu'il veut pas ou parce qu'il le peut pas. Je pense notamment aux violences intrafamiliales, d'ajouter des assistants sociaux, des travailleurs sociaux qui s'occupent de ça, plutôt que des policiers qui d'abord sont mal formés et ensuite ont tout un tas d'autres choses à gérer. Je pense que ce serait un premier pas bénéfique. Pourtant, le sentiment d'insécurité est un sentiment qui est régulièrement cité par les Français, les Françaises, quand on les interroge. Est-ce que faire une croix là-dessus et dire que ça relève pas d'une priorité municipale, est-ce que c'est vraiment écouter le peuple ? Mais il y a une différence entre en faire une priorité municipale et faire ce que Madame Lutz fait avec la police municipale. Vous pouvez imaginer une sécurité, une tranquillité publique, on l'appelle comme on veut, qui n'aille pas dans ce sens, qui essaie d'être concrète plutôt que de mettre plus de flics, plus de caméras, parce que ça ne marche pas. Dans les faits, ça ne marche pas. Et donc, effectivement, moi, je pense qu'aller vers des travailleurs sociaux, des gens qui sont là pour gérer des cas plus compliqués que les policiers ne gèrent pas, violences intrafamiliales, surtout les violences faites aux femmes, la police est notoirement mauvaise pour s'en occuper. Pour moi, ça, c'est des mesures plus concrètes. Parce que, évidemment, ça fait beau de dire que j'ai rajouté 75 policiers pour des patrouilles de nuit. Mais ça fait rien. Dans les faits, ça fait rien. Dans les faits, il y a aussi un pouvoir local qui est de plus en plus du côté de l'agglomération, du côté de M2A. M2A qui est dirigé par une coalition, on va dire, anti-Mulhouse. Donc, est-ce que c'est vraiment utile d'être maire de Mulhouse si on se retrouve face à une majorité dans l'agglo
qui est arrivé à démutualiser les services qui avaient été mutualisés entre la ville, centre Mulhouse et l'agglo, et qui décide de façon anti-mulhousienne, je dirais, de fermer des équipements, comme par exemple la piscine Curie. Enfin, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce qu'on n'aura pas la majorité. Mulhouse n'a pas la majorité au conseil d'agglomération. Tout à fait d'accord, c'est un sujet important. Moi, je veux souligner un truc, c'est que la mairie de Mulhouse ne se fait pas fouler aux pieds ou avoir par la M2A. La mairie de Mulhouse, elle joue ce jeu. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'électorat de Lutz, et avant de Rotner et Bocal, c'est un microcosme qui est au Réberg, en gros, et qui s'arrange avec la maire pour que rien ne marche dans la ville, à part au Réberg. Un exemple tout bête, les arbres remarquables. Si vous avez un arbre au Drouot qui est dans votre maison ou à la cité DMC là-bas, c'est vous qui devez le payer, ce que je trouve normal, enfin voilà, l'entretenir. Si vous avez le même arbre au Réberg, il vous offre des réductions d'impôts, c'est la mairie, c'est aux frais de la mairie de s'en occuper. Et donc, la mairie joue à ce jeu-là, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle délègue un maximum de choses à la M2A pour que ce soit plus son problème, pour qu'on lui demande plus de comptes à elle, et pour que ça se passe aussi dans un endroit où elle peut beaucoup plus le maîtriser, puisque là, dans la M2A, vous avez toutes les communes alentours, soit qui font aussi partie de ce qu'on pourrait appeler le Grand Réberg, c'est-à-dire toute la colline, en fait, qui continue sur Redisheim, partie de Rixheim, d'Apsheim, enfin, toutes les communes au sud de Mulhouse, plutôt bourgeoises, et qui, elles, ont beaucoup moins de soucis à se mettre d'accord avec elles que s'il fallait mettre d'accord le Réberg, le Drouot, le centre-ville, le Réberg. Et donc, un certain nombre de ces choses-là, on pourrait reprendre le pouvoir dessus. Un exemple tout bête, les piscines, c'est une espèce de régie. C'est municipal. La mairie pourrait dire, maintenant, on les reprend. Elle pourrait les dire, maintenant, piscines sont gérées par M2A, me semble-t-il. Oui, mais la mairie délègue la gestion à la M2A. Elle pourrait décider de dire, maintenant, je la reprends, de commencer les négociations. Parce que là, la mairie, c'est l'œuvre de cette majorité. Le fait d'avoir donné les piscines à la M2A, sans même rentrer dans une confrontation, un rapport de force, on pourrait tout à fait aller voir la M2A et leur dire, écoutez, là, votre gestion des piscines municipales, visiblement, elle n'est pas bonne pour nous, on veut la reprendre. Et la mairie n'a même pas fait ce truc-là, qui n'est pourtant pas un acte hostile. Ça représenterait sans doute encore plus de dépenses. À propos de dépenses, un des postes budgétaires important, pour le moins, dans la ville de Mulhouse, c'est la culture. La culture avec quelque chose comme 3 millions ou un peu moins d'euros de subventions pour la filature, avec un versement de près de 8 millions d'euros pour l'orchestre national de Mulhouse, avec des discussions autour de l'école des Beaux-Arts, qui s'appelle maintenant Haute École des Arts du Rhin, avec un chiffre de l'ordre de 1,7 million d'euros. Enfin, sans parler de l'opéra ou du ballet du Rhin, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que ça coûte cher et finalement, ce ne sont pas forcément les Mulhousiens et les Mulhousiennes qui profitent de ces offres culturelles. On dépense moins. On dépense moins, je pense pas que ce soit l'optique qu'il faille donner à la culture dans cette ville. Je pense qu'il faut peut-être dépenser différemment, voire même dépenser plus. Moi, je suis pas contre que la mairie subventionne la filature, l'Opéra National du Rhin, toutes ces choses-là. Ça peut être des choses très très bien, mais il y a un choix politique là qui est fait de donner des millions à la filature, mais par contre de laisser mourir le festival Scène de rue, qui pourtant était un moment de culture important qui ne devait pas coûter grand-chose à la mairie, voire même devait peut-être lui rapporter de l'argent, et qui permettait à beaucoup de gens qui n'y avaient pas accès normalement à accéder à la culture au moins une fois dans l'année. Je pense que d'abord, il faudrait remettre en place ce genre de rituel, pas forcément, enfin, Scène de rue, c'est une chose, mais en tout cas, qui est au moins un grand festival de la culture par an, qui serait une culture peut-être un peu plus populaire, un peu plus peut-être axée sur la musique, pas forcément sur le théâtre comme Scène de rue, mais en tout cas qu'il y ait des moments pour que la culture sorte aussi de ces lieux-là, qui sont totalement impénétrables pour la plupart des gens. Alors le festival Scène de rue, dont ex-adjointe à la culture Anne-Catherine Goetz, sous la direction de notre maire Michel Lutz, avait annoncé le côté biennal, donc plus que tous les 2 ans. Finalement, ils sont revenus sur leur décision, oui. Et il semblerait que Scène de rue continue à l'heure actuelle, même si Anne-Catherine Goetz n'est plus adjointe à la culture, à être un événement annuel qui mobilise les foules. Mais d'ailleurs, si on parle de démocratisation culturelle, de culture pour tous et toutes, qui est une promesse
de notre République française depuis les années 50, depuis André Malraux, on s'aperçoit malheureusement que ça ne fonctionne pas. Est-ce que Elliot Gafanèche, candidat LFI au municipal à Mulhouse, a des solutions pour que cette culture arrive enfin chez tous les Mulhousiens, toutes les Mulhousiennes ? Alors, moi, il y a un truc dans les activités que j'ai fait étant plus jeune à Mulhouse, qui m'a suivi pendant 8 ou 9 ans, c'était le théâtre d'impro au théâtre de la Cine. Quand j'étais petit, j'ai commencé vers 8 ans et j'ai terminé vers 16 ans. C'était un monde que j'aurais peut-être pas atteint, ou en tout cas pas autant, si j'avais pas pu bénéficier de cet aménagement. Et moi, j'ai vu le théâtre de la Cine mourir. C'est-à-dire que j'ai vu, alors je sais pas comment ça marche maintenant, mais un président, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, en tout cas la personne qui gérait, qui était sur son minimum vieillesse, une vice-présidente du coup, je crois que c'était ça le titre, enfin en tout cas quelqu'un qui l'épaulait, qui était bénévole, et globalement un théâtre de la Cine dont le staff était un peu étranglé, où ils avaient le budget pour payer un prof d'impro pour nous, et encore à temps partiel. Mais c'était tout. Et ça, pour le coup, je pense que c'était une petite classe, on n'était pas beaucoup. Mais ça, je pense que, en plus, je l'ai vu devenir de plus en plus cher aussi. Moi, je crois que le prix, je ne veux pas dire de bêtises, mais à partir du moment où je suis entré, je crois que je l'avais gratuitement. Et après, mes parents devaient payer 100 balles à l'année, un truc comme ça. Et ça, c'est un frein aussi. Et moi, je pense que le théâtre d'impro, ça m'a permis beaucoup de choses. Je pense que je m'exprimerais pas aussi facilement en public si je l'avais pas fait aujourd'hui. Et alors, au-delà de la culture, l'expression en public, c'est un truc très important dans le débat démocratique qui ferme des portes à beaucoup de gens, surtout quand ils sont jeunes. Et du coup, moi, je pense que ce genre de choses, je parlais des mairies communistes avant, le faisait gratuitement. Je pense qu'il faut non seulement que ça redevienne gratuit, que la mairie y mette les moyens, mais qu'en plus, ce soit vraiment, on fasse l'effort d'aller le dire aux gens, puisqu'il y a plein de choses qui existent, notamment, on pourra peut-être en parler après, les assemblées de quartier, ça existe, mais on va pas chercher les gens. Donc personne n'y va, puisqu'ils savent pas que ça existe. Voilà, ce genre de choses. Mais les centres sociaux et culturels censés apporter la culture dans les quartiers, bon après ils amènent déjà beaucoup de services en direction des parents, notamment en matière de périscolaire. Mais ces centres sociaux sont aujourd'hui, pour beaucoup à Mulhouse, même s'ils sont parmi les plus importants de France, en quasi-faillite. Le centre social et culturel Papin est actuellement en redressement judiciaire. D'autres se portent très mal. La passerelle à Rixheim a quasiment fait faillite. Enfin, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, puisque les centres socioculturels sont essentiellement financés par la CAF et la ville de Mulhouse, me semble-t-il. Donc, on ouvre les crédits, quitte à dépenser de l'argent qu'on n'a pas, Elliot Gafanèche. Bon, il y a plusieurs choses. Moi, d'abord, je tiens, c'est peut-être une anecdote personnelle, mais c'est intéressant. Je parlais avec un animateur, enfin ancien animateur en l'occurrence, du centre des Coteaux, qui m'expliquait que lui avait entendu avait un collègue qui était parti de son travail d'animateur parce que la mairie avait mis à la tête du centre quelqu'un qui avait une gestion complètement managériale, complètement, j'allais dire comme d'une entreprise en fait, du centre, et qui pressait les animateurs comme des citrons. Vous avez un truc scandaleux par exemple, c'est que quand vous êtes animateur et que vous amenez les gamins dans un voyage, je sais pas, dans les Vosges, vous êtes H24 avec eux, vous êtes dans le gîte avec eux ou en tout cas à côté, et s'ils se réveillent à 3h du mat, c'est vous qui devez y aller, et c'est normal, c'est votre boulot quoi. Mais là, vous êtes payé 10 heures, alors que vous êtes 24 heures sur 24. Mais vous êtes payé 10 heures. Ce genre de choses-là, c'est pas possible. Et la mairie a une grande main dessus. Je pense que d'abord, il faut changer les méthodes de management. Et en plus, les centres font quelque chose de plus que ça. C'est-à-dire que beaucoup d'animateurs, d'éducateurs, enfin de travailleurs sociaux dans les quartiers, c'est pas seulement celui qui va s'occuper des gamins pendant le périscolaire ou leur faire leur sport ou les amener 1 ou 2 fois par an dans les Vosges. C'est quelqu'un qui va, que vous allez appeler si le gamin a un problème. Typiquement, il est en train de déconner. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un problème avec tel papier. Est-ce que tu peux m'aider ? Et c'est des gens qui ont un rôle immense dans les quartiers, qui sont pas du tout assez rétribués, assez reconnus pour ce qu'ils font, globalement assez bien traités en fait, ça va aussi bas que ça. Et donc effectivement, moi je pense qu'il y a un budget à mettre là-dedans. Après de l'argent qu'on n'a pas, je pense que c'est une autre discussion, je pense qu'on l'a l'argent. Mais c'est un des reproches qu'on va continuer à faire à la gauche, LFI ou autre. Dépenser plus, dépenser toujours plus. Où est-ce qu'on trouve tout ce pognon, Elliot Gafanèche ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que malgré le fait qu'elle se fasse avoir au niveau des piscines, au niveau de plein d'autres services, par la M2A, la mairie continue
de financer la M2A à une hauteur très importante, plus importante que ce que la M2A renvoie en termes d'entretien de piscine et des autres trucs que la mairie lui a délégués. Et il y a une deuxième chose, c'est l'épargne de la ville. L'épargne de la ville de Mulhouse, l'année dernière, il était à 13%. Il tourne toujours autour, en gros, entre 12 et 15. L'épargne moyenne dans une ville, c'est 5%. C'est-à-dire que vous avez 13% d'épargne quand votre ville, elle est nickel, que personne n'est pauvre, que tout le monde est dans un... Enfin bon, en gros, ça n'existe nulle part, sauf dans des banlieues très riches de la région parisienne. 13% de quoi ? D'épargne. C'est-à-dire que, comme vous, comme un individu, mettrait de côté de l'argent excédentaire, la mairie a son épargne. Et donc, elle est à 13% actuellement. Et la proposition que moi j'ai, c'est que, effectivement, on aura les moyens de mettre de côté, comme un écureuil avant l'hiver, quand tout ira bien. Là, tout ne va pas bien. La voirie, il y a tout un tas de choses à refaire. L'isolement des appartements, des immeubles, c'est une catastrophe. Et donc, la proposition que nous, on a, c'est de ramener cette épargne à 5%, qui est la moyenne nationale dans les communes, pour sortir des crédits. Et de là, on en sortirait 13 ou 14 millions, rien que de ça. Et voilà, il a trouvé l'argent magique. Elliott Gafanèche, tête de liste LFI au municipal 2026 à Mulhouse. C'est pas de l'argent magique parce que c'est un choix aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes une mairie de droite et qui vous intéressez pas tant que ça aux problèmes sociaux, c'est pas un choix compréhensible, mais c'est un choix stratégique que eux y font en se disant, je vais assister à un conseil municipal, je suis pas conseiller municipal, mais on peut aller les voir, où l'adjoint aux finances expliquait que oui, au cas où on doit s'endetter pendant une période très grave, on pourra avoir plus de levier d'endettement en ayant une grosse épargne. C'est un gage pour les banques. Et moi, je pense que le pari qu'il faut plutôt faire, c'est de se dire que le gros problème, il arrivera de la misère sociale, il arrivera du fait qu'à un moment, quand aucun immeuble de cette ville, en tout cas des quartiers populaires, ne sera isolé correctement, que les gens pourront plus payer leur chauffage, qu'il y aura des nids de poules de 5 mètres de profondeur sur nos rues, qu'il y aura un truc qui va nous forcer à nous endetter massivement. Et donc je pense qu'effectivement, il vaut mieux faire ce calcul-là que essayer de regarder la catastrophe arriver et de se dire peut-être qu'on arrivera à redresser la barre en s'endettant à ce moment-là. Élu, qui es-tu ? On fait le tour des candidats, des candidates à l'élection municipale les 15 et 22 mars 2026 à Mulhouse pour Radio Quetch, Radio WNE et l'Alter Presse 68. Dernière petite pause et on retrouve la conclusion de l'émission avec Elliott Gafanèche, LFI. I'm not gonna work today. I'm not in the mood to do anything with concentration. Now look outside, the sky is blue. The sun is telling me to get out, just looking for a breath of air. I'm walking lazy in the city, I fall asleep and that's okay. But I see you, so nice, so cool. I can't believe this guy I see. The way you walk, the way you swing, you wake me up and make me sing that melody. It's not enough for me to watch you, baby, you could be my guy. I have to find a way to stop you, because I know it could fly high. It's up to me to make a first move. I have to speak to you right now, cause I want you by my side. I'm sure you'll love me at first sight. But who's that girl that stops the car in front of you and makes you smile? Now you get in, you're all so fast, and I'm alone, but I'm not the same. Today is another
walking by myself, just looking for a better place. I can't forget the day I met you. I said it all and I feel the same. When I saw you, you were so cool. I'd never seen a guy like you. And every time I'm on the street thinking of you, I have to sing that melody. When I saw you, you were so cool. I'd never seen a guy like you. And every time I'm on the street thinking of you, I have to sing that melody. Élu qui es-tu avec Elliot Gafanèche, LFI, les candidats, les candidates aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Mulhouse et dans toute la France. Nous les questionnons, nous les interrogeons. Kenza, une question pour Elliot Gafanèche. Quelle est ton approche pour la participation des jeunes dans la vie politique à Mulhouse? Comment tu envisages de les faire participer concrètement sur le terrain? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi, d'abord, j'avais vu passer, quand j'étais au collège, en 6e, je crois, le conseil des jeunes de la mairie qui demandait des gens qui voulaient rentrer dans le conseil des jeunes. J'y suis allé. Alors, il faut laisser ça, la mairie sortante. C'était très peu de gens. Ça, c'était pas bien, mais c'était très peu de gens d'horizons assez variés quand même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout cherché à recruter que des gens du Réberg, d'horizons assez variés qui s'y sont intéressés. Alors, c'était évidemment, comme c'est géré par la mairie, c'est pas une politisation de gens qui vont se syndiquer ou dans des assos, ou voilà. Mais ça a amené des gens à s'intéresser à ces sujets-là. C'était assez intéressant. Moi, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect que la mairie ne contrôle pas forcément, qui serait l'investissement des partis politiques. C'est ce que je disais avant. Sur le fait que tout un tas de partis de gauche, surtout le PS, ont complètement renié leurs engagements, ce qui a fait que beaucoup de gens s'en sont détournés. Moi, je pense que d'abord, pour que les jeunes veuillent retourner à la politique, il faut qu'ils aient confiance en leur politique. Et ça, c'est quelque chose que alors, je peux faire dans la campagne, voilà, en tant que militant, mais pas forcément en tant que maire. Et puis, dans la mairie, ce qu'on disait avant sur les assemblées citoyennes, je pense que ça pourrait être une très bonne chose. Qu'il y ait des assemblées de quartier qui discutent tous les X temps de ce qu'a fait la mairie ou de sujets plus nationaux ou de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, enfin de choses comme ça. Le problème étant qu'on ne va pas les chercher. On ne va pas les chercher. Et puis, on peut avoir une vision plus large de l'engagement aussi sur l'associatif. Mais quand on est dans une situation où le Resto du Cœur avait dit, j'étais cette année ou l'année dernière, cette année on va être obligé de refuser du monde, si les associations n'ont plus les moyens de fonctionner, ça c'est pas forcément que la compétence de la mairie, hein, mais si les associations n'ont plus les moyens de fonctionner, il faut pas s'étonner que les gens s'en détournent aussi. Et donc je pense qu'il faut que la mairie serve à devenir ce premier échelon, parce que la municipalité, c'est le premier contact que les gens ont avec la démocratie, dans le sens où c'est des gens qui voient, tout simplement, contrairement au député qui, même s'il est de la circonscription, est 3/4 du temps à Paris, c'est des gens qu'ils arrivent à voir, et c'est des gens que parfois ils vont chercher dans les conseils municipaux, ils vont les attraper après. Et je pense que c'est en multipliant ces initiatives comme les assemblées de quartier, en les rendant tangibles, réelles, en allant vraiment les voir, c'est-à-dire, je dis une bêtise, mais par exemple en allant chercher les gens en porte-à-porte avant les assemblées pour qu'ils viennent, ou en tout cas en distribuant un truc dans leur boîte aux lettres. Voilà, moi je pense qu'il y a des moyens de revitaliser ces organes-là, et c'est comme ça qu'il faut prendre la question, à mon avis, c'est sur un truc plus local. Selon toi, quelles seraient les aspirations de la jeunesse aujourd'hui et dans les 10 prochaines années à venir ?
Ça, je pense que ça dépend beaucoup de quelle jeunesse. Quand on parle de la jeunesse du Réberg, on ne parle pas de la même chose que quand on parle de la jeunesse du centre-ville même, ou du Drouot, ou de Fridolin, enfin d'endroits comme ça. Moi, je pense que si on doit quand même résumer en mettant tous les jeunes dans le même paquet, il y a une volonté quand même, c'est pas tellement une volonté, c'est au contraire, en fait, c'est un écrasement. Beaucoup de gens avec qui je discute, de jeunes, ont l'impression que c'est pas possible. C'est-à-dire que je leur parle de trucs, oui, mais je suis d'accord, mais c'est pas possible. Justement, d'une part, parce qu'il y a eu, là je reviens souvent dessus, mais c'est important, la trahison des partis de gauche, et puis aussi parce que ils vivent dans des endroits où, je reprends le papier de Lutz qu'elle a envoyé, elle monte son bilan dans tous les quartiers, donc Réberg, vous avez un truc très détaillé, centre-ville très détaillé, enfin, etc. Et quand vous allez à Coteau, son seul bilan, c'est démolition. C'est-à-dire qu'elle se félicite d'avoir démoli. Alors, ça se trouve, il fallait le faire, hein. Mais quand la seule attention que les gens vous donnent, c'est démolir des trucs. Moi, je comprends que ça n'aille pas. Et moi, je pense qu'il y a quand même une aspiration, notamment une peur sur les questions écologiques. Je pense que c'est important. Et par ailleurs, à Mulhouse, elle se recoupe particulièrement avec la question sociale, puisque une passoire thermique, ça fait deux choses. Ça vous rend pauvre ou pas chauffé, ce qui est vécu globalement de la même manière. Et ça détruit la planète, puisque ça vous force le chauffage à fond. Il y a des questions sur comment on organise la voirie, sur les transports en commun, puisque le réseau de tram à Mulhouse, on pourra peut-être en parler aussi, mais il est nul par rapport à la taille de la ville. C'est-à-dire qu'on a 3 lignes qui font le même trajet. Ça sert à rien. Il est payant. Moi, je suis pour qu'il soit gratuit pour tout le monde. Ça relève de M2A, l'extension du réseau de tram et l'éventuelle gratuité, à moins que la ville choisisse de le prendre en charge, comme elle le fait actuellement pour les plus de 65 ans. Alors oui et non, parce que là, par contre, c'est une régie. Les rails appartiennent à la ville et elle les cède à Solea. Et Solea n'est plus géré par la M2A. Solea est géré à 77% par un groupe privé. Et donc là, il y a 2 solutions. La première, c'est qu'on négocie avec eux, puisque si vous regardez les bilans de Solea, ce que rapporte, en fait, c'est beaucoup de subventions publiques. Ce que rapportent les billets sert juste à couvrir le salaire des contrôleurs, à quelques centaines d'euros près. Et donc, on pourrait soit négocier avec cette entreprise privée en disant on vous subventionne et puis vous lâchez ça, soit carrément aller au rapport de force, c'est-à-dire c'est nos rails. Si maintenant vous faites pas ce qu'on vous demande, on vous interdit d'utiliser nos rails et on discute de comment on monte une autre compagnie. Évidemment, ça c'est l'option nucléaire, entre guillemets. J'aimerais pas que ça arrive. Même sans le municipaliser, même sans dire on vous rachète vos parts, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Donc non, c'est pas vraiment de la M2A. L'extension non plus. Évidemment, sauf si on veut l'étendre en dehors de Mulhouse, mais là, c'est une autre discussion. Moi, je parle de l'étendre à l'intérieur de Mulhouse. C'est une autre discussion de l'étendre dans le reste de la M2A, effectivement. Mais l'extension, c'est surtout en dehors de Mulhouse. Mais ceci étant, je ne sais pas si on a encore des questions du côté de Kenza. Juste pour revenir à l'écologie. Pas de souci. Chez LFI, est-ce qu'il a une place importante, prépondérante ou pas? Évidemment, nous, à la France Insoumise, c'est un des grands engagements qu'on a eu dès le début, et à se placer aussi dans une position où nous, on a assumé une écologie radicale dès le début. Et donc, effectivement, nous, c'est un sujet qu'on met très, très, très en avant, parce qu'en plus, dans l'écologie, vous avez, comme je le disais avant, ça recoupe avec d'autres problèmes, notamment la question énergétique. C'est pas seulement une question écologique, c'est une question sociale, dans le sens où vous pouvez imaginer une production d'électricité beaucoup plus décentralisée, où chaque barre d'immeuble aurait ses panneaux solaires au-dessus, qu'elle ferait fonctionner et qu'elle réinjecterait si elle a de l'excédent dans un réseau national, enfin des choses comme ça. Donc nous, c'est une place prépondérante qu'on lui met, d'autant plus qu'à Mulhouse, il y a un vrai problème. Alors moi, en plus à la fac, j'ai un cours qui s'appelle Géohistoire du développement durable, qui parle beaucoup du réchauffement climatique. Il y aura 17 jours, quand moi j'aurai 45 ans, donc en 2050, enfin entre 2050 et 2070, il y aura 17 jours de vagues de chaleur à Mulhouse. Et ces vagues de chaleur dureront entre mai et octobre. Commenceront en octobre et les dernières finiront en mai. Dans le sud de l'Alsace, donc vers Saint-Louis, peut-être même jusqu'à Altkirch, il y aura des oliviers. Et ça, c'est en 2050. Il y aura des oliviers. Alors c'est génial, mais des oliviers, c'est pas le problème. C'est montrer à quel point le problème climatique nous impacte localement. C'est pas seulement un problème mondial. Là, c'est un problème qui nous impacte. Et par ailleurs, là où le réchauffement, vous savez, la conférence de Paris avait mis 1,5 degrés, on est déjà à 1,4 mondialement. En Alsace, c'est 1,8. L'Alsace, c'est déjà une région, la région la plus sèche de France. Il pleut plus à Nice qu'à Colmar. Pour donner cet exemple-là, ça peut paraître étrange, mais il pleut plus à Nice qu'à Colmar, il y a plus de précipitations. Et donc nous, on va être frappés assez violemment. Donc pour moi, c'est une préoccupation qui n'est plus maintenant un problème seulement à long terme, qui est un problème très urgent, parce qu'évidemment, alors en 2070, ça paraît loin, mais entre le moment où les vagues de chaleur seront d'octobre à mai et maintenant, on va passer par tout un tas d'étapes
qui seront tout aussi catastrophiques pour nous, notamment sur les récoltes, notamment sur les cours d'eau, très importants en Alsace, notamment l'Ille, parce qu'on pense souvent que le cours d'eau qui structure la région, c'est le Rhin, mais c'est l'Ille en fait. Et donc tout un tas de problèmes vont se poser, et donc effectivement là-dessus, nous on pense que c'est une question primordiale. L'écologie, selon Elliott Gafanèche, LFI. Pour conclure cette émission, un point électoral, sans doute. Mais aujourd'hui, on compte quelque chose comme 11 listes différentes qui se présentent aux élections municipales de Mulhouse le premier tour le 15 mars 2026. Et l'Union de la gauche ne s'est pas faite avec Mulhouse en commun, tête de liste Loïc Minéry. Pourquoi ? Je l'ai dit avant, il y avait une vraie volonté de nous cornériser en interne. Et nous, le moment où on se rend compte qu'il va falloir qu'on ne peut pas discuter avec eux, c'est un moment où, alors moi je n'y étais pas, mais c'était des camarades qui l'ont fait, où il y avait des réunions de Mulhouse Cause Commune, à l'époque ça s'appelait, en plénière, où des camarades sont allés et dit, mais écoutez, nous, la France Insoumise, on a l'impression que vous vous foutez de notre gueule, donc on va vous demander de vous positionner sur un certain nombre de sujets, vous nous direz ce que vous en pensez. Et donc on leur a envoyé, alors je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dedans, mais notamment il y avait le jumelage avec Gaza, qui est une proposition de mon programme qui pour moi est très importante, parce que pour moi un maire, ça doit aussi pouvoir porter les aspirations nationales et internationales de la population qu'il administre. Il y avait ce sujet-là, il y avait la gratuité des transports, la gratuité du sport, tout un tas d'autres sujets, et où Mulhouse Cause Commune, en l'occurrence Loïc Minéry, prend le papier comme ça et dit « Ah, vous avez beaucoup d'exigences », et hop, point suivant. Et donc à ce moment-là, alors il y a deux options, soit ils veulent pas ces points de programme, est inacceptable, soit ils les veulent, mais en fait ils ont juste pas envie de discuter avec nous, et dans ce cas c'est la même chose. Anecdote, mais importante aussi, après qu'on soit parti, une de nos camarades se fait aborder par quelqu'un de MC qui leur dit « Ah mais vous auriez pas dû partir, on aurait pu négocier pour que vous ayez la 10e place sur 55 ». C'est-à-dire que nous, on fait 36%, vous faites 8, tous cumulés, et vous voulez nous filer à 10e place dans le meilleur des cas, parce que à la base, c'était la 12e qui voulait nous filer. C'était hors de question pour nous. Il y avait un problème démocratique en plus du problème du programme, du fait que les gens ont voté pour Mélenchon. Ils n'ont pas voté pour Jadot, ils n'ont pas voté pour Tondelier, ils n'ont pas voté pour Olivier Faure, ils n'ont pas voté pour Hidalgo. Ils ont voté Mélenchon à Mulhouse, les gens de gauche. On demandera à Loïc Minéry sa version, qui n'est sans doute pas la même. Et puis les présidentielles n'ont rien à voir avec les municipales. Je suis pas d'accord. Qu'on le veuille ou non, même s'il y a des liens, bien sûr, évidemment. Mais les municipales, c'est donc une liste officiellement d'Union de la gauche et des écologistes Mulhouse en commun menée par Loïc Minéry. C'est aussi Anouar Sassi et sa liste Nous sommes Mulhouse avec pas mal de jeunes des quartiers populaires qui est aussi la cible électorale de LFI derrière Anouar Sassi. Et les règles du jeu électoral sont relativement simples. C'est le premier au deuxième tour qui gagne la mairie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que et on peut se maintenir au deuxième tour à partir de 10% des voix exprimées sur une liste. Ça signifie, par exemple, si Michel Lutz et sa liste sont qualifiés au deuxième tour avec Mulhouse en commun, Loïc Minéry, avec la France Insoumise, Elliott Gafanèche, et que Michel Lutz fait 40%, et que LFI fait 30%, et que le Minéry fait 30%, eh bien c'est Michel Lutz qui gagne, qui reste maire de Mulhouse, alors que la gauche, ensemble, aurait gagné. Donc, qu'est-ce qui se passe au deuxième tour, après avoir compté 6 voix au premier tour, Elliott Gafanèche ? Alors, il y a plusieurs scénarios. On a toujours été très clair dans le fait que nous, on a eu l'expérience Mulhouse Cause Commune, maintenant c'est Mulhouse en commun. On sait que Mulhouse Cause Commune, à l'époque, voulait bien de l'AFI si l'AFI foutait le logo pour que les quartiers aillent voter, pour que les électeurs Mélenchon aient voté pour Mulhouse en commun. Nous, on ne veut pas que ça réarrive. Et très clairement, la position qu'on a pris à plusieurs reprises, notamment dans les assemblées municipales dont on parlait au début, c'est de dire que nous, on n'accepte pas d'union qui soit d'abord pas sur la base d'un problème de rupture, et ensuite on n'ait pas un certain nombre de garanties. Et nous, on pense que les garanties, on ne pourra pas les avoir si on est derrière Mulhouse en commun. Mais dans le cas, à mon avis, le plus probable où on sera devant eux, effectivement, la question de l'union se posera, et il faudra y réfléchir en conséquence. Mais moi, je préfère envisager le cas de figure où Mulhouse en commun est en tête des listes de gauche au premier tour, suivi de la France Insoumise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la France Insoumise se maintient au deuxième tour, vous, France Insoumise, et toi, Elliott Gafanèche, tête de liste, vous pourrez être responsable
de la victoire de Michel Lutz, soutenu par les Républicains. Au deuxième tour, est-ce que ça, c'est quelque chose d'imaginable ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'emparer tout de suite de négociations pour trouver un accord avec le reste de la gauche, plutôt que de risquer une victoire de la droite ? Je l'ai dit avant, nous, on a besoin de garanties. Si on n'a pas ces garanties, rien ne nous permet de nous dire qu'une de la gauche, tout aussi bien intentionnée soit-elle, ne devienne pas une nouvelle droite. Nous, ce qu'on veut, c'est pas un problème de gestion, c'est pas gérer la mairie, c'est changer très concrètement les choses. Et donc, dans cette optique-là, effectivement, moi, je considère que ceux qui ont pris le risque que la droite regagne, c'est ceux qui ont refusé de discuter avec LFI au sein de Mulhouse Cause Commune. Et donc, s'il y avait eu l'union dès le départ, si elle avait été possible, là, oui, effectivement, il aurait peut-être fallu y aller même. Derrière Minery, c'est une autre question, mais pourquoi pas d'ailleurs. Mais là, dans le scénario présenté, moi, je considère qu'effectivement, ceux qui risquent la victoire de la droite, c'est pas nous. J'insiste pour que les choses soient claires, mais est-ce que une rencontre avec Loïc Minery pour envisager tous les cas de figure et une éventuelle union de la gauche, quel que soit le cas de figure au soir du premier tour, est quelque chose de possible, ou est-ce que il y a vraiment, comme c'est dit dans un post Instagram signé Eliott Gafanèche, nous disons qu'une union avec Mulhouse Cause Commune n'est ni possible ni souhaitable, que ce soit au premier ou au deuxième tour, tant qu'ils n'auront pas accepté d'accord sur la base d'un programme de rupture. Moi, je pense que la phrase est tout à fait claire. Effectivement, avant le premier tour, je ne vois pas de raison de rencontrer Minery pour parler de ce genre de scénario, non. Pour moi, il faudra voir et discuter. Si on discute, il faut discuter sur la base du rapport de force des élections. C'est certain, après, pendant 6 ans, être responsable de la victoire de la droite alors que la gauche aurait pu être majoritaire, ça n'est pas forcément facile à vivre dans la rue tous les jours, Eliott Gafanèche. Nous arrivons au terme de cet entretien. Élu qui es-tu avec la tête de liste LFI aux élections municipales de Mulhouse en mars 2026. Je ne sais pas si quelqu'un a encore un dernier mot à dire. Que dire aux électeurs, aux électrices, et puis surtout à ceux qui ne vont pas voter, parce que le parti majoritaire, c'est souvent les abstentionnistes. Eliott Gafanèche. Bien sûr. Plusieurs choses que moi je veux leur dire, c'est que d'abord, moi je comprends tout à fait la position d'un abstentionniste. J'en ai beaucoup dans ma famille qui, malgré tous mes efforts, ne votent toujours pas. Mais je comprends cette position parce que je fais que marteler ça, mais parce que pour moi c'est très important dans mon engagement. Il y a eu des vraies trahisons de la gauche, que ce soit, on peut remonter très loin, que ce soit quand elle vote les pleins pouvoirs pendant la guerre d'Algérie au gouvernement, que ce soit sous Hollande, quand elle demande la déchéance de nationalité alors que le FN à l'époque ne le voulait pas. Donc je comprends tout à fait qu'on soit découragé. Moi, je pense qu'il faut aussi, pour vis-à-vis des politiciens de gauche, et je suis prêt à m'inclure dedans, que les forces populaires, les gens des quartiers, la classe ouvrière, enfin tous ces gens-là, obtiennent un certain nombre de garanties, aillent dans les organisations, aillent auprès de ces candidats-là, pour être sûr que ces candidats aient une pression qui peut être, s'ils sont mal intentionnés, justement une pression pour les forcer à rester à gauche, et s'ils le sont, bien intentionnés, un appui qui les force, enfin au contraire qui peut leur éviter d'être forcés à partir dans l'autre sens. Et le message que je veux faire passer concrètement, c'est qu'on peut faire changer les choses, on peut se bouger. La France Insoumise ne s'est jamais présentée à une élection municipale, c'est le moment ou jamais, à Mulhouse mais dans beaucoup d'autres villes d'ailleurs, c'est le moment ou jamais de s'en emparer. Et quand je dis vraiment de s'en emparer, c'est de l'envahir, de rentrer dans tous ces cadres, dans tous ces groupes, dans les instances où on peut rentrer pour demander des comptes, y compris à moi, pour forcer la France Insoumise. Et globalement, si vous voulez que rien ne change, votez pour les autres. Si vous voulez avoir un espoir que ça change enfin, votez pour moi. Dernière question, Eliott Gafanèche, si on veut suivre la campagne LFI, si on veut contacter LFI Mulhouse, on clique où, on fait quoi ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les réseaux sociaux de différents groupes d'action de la France Insoumise, mais aussi et surtout le compte Instagram de la liste, Mulhouse Populaire et Antiraciste, qui est le nom de la liste, qu'on peut consulter, sur lequel on peut envoyer un message privé pour faire la campagne. Et il y aura bientôt un site internet, des adresses mail et tout ce qui va avec.
Merci beaucoup, Eliott Gafanèche, tête de liste LFI, la France Insoumise aux Avec élections plaisir. municipales de mars 2026 à Mulhouse. Merci, Kenza. Et à bientôt pour de nouvelles aventures politiques sur Radio WNE, Radio Quetch et l'Alterpresse 68. Radio WNE.